Génération Comptable, c'est le podcast sur lequel vous découvrez des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Alors bonjour Anthony. Bonjour Jason. Je te remercie de nous accueillir aujourd'hui chez APL. Je vais te poser des questions sur ton parcours et je vais commencer directement par te demander de te présenter si tu veux bien. Ok, donc Anthony Bro, 40 et quelques années, 45, présent chez APL depuis 3 ans, 4 ans maintenant. J'ai eu un long parcours dans un autre cabinet, HLP Audit, pendant une vingtaine d'années. Et puis je suis un pur produit de la filière DCG, DSCG, etc., qui à l'époque s'appelait DPECF, DECF, DESCF. Donc je suis expert comptable, j'ai eu mon diplôme en 2004-2005. Donc ça fait 20 ans que j'ai le diplôme et 20 ans que je fais un peu toute autre chose que de l'expertise comptable. Super. Merci pour cette présentation. On va rentrer un peu dans le détail de ton parcours. Donc, tu m'as dit que tu as fait toute la filière études expertise comptable. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur pourquoi tu as rejoint cette filière-là? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, rêve d'enfant, métier passion, pas forcément au départ. C'est vrai que sortie de 3e, on se dit toujours, faut choisir une filière, un grand cadre. Moi, l'économie-gestion me branchait bien. J'avais la Joliverie qui était à côté de chez moi. Puis, j'avais d'autres établissements qui étaient un peu plus loin. Et je me suis dit une filière professionnelle ou une filière générale. Finalement, j'aimais bien l'idée de la filière professionnelle parce qu'en bout de Bac+2, on avait un diplôme, un BTS qui, à l'époque, nous permettait d'être rapidement opérationnel. Et puis, on pouvait aussi, et c'est ça qui m'intéressait avec la Joliverie, se dire, tiens, si ça marche bien et que ça me plaît, je peux continuer et aller vers des filières type expertise comptable. J'ai fait ma seconde à la Joliverie. Là, on m'a dit, vous pouvez rester en filière professionnelle ou en filière générale parce que le niveau est conforme. Finalement, la Joliverie me convenait bien, donc j'ai dit, non, je reste dans la filière professionnelle. Donc, j'ai passé mon bac G2 à l'époque, STMG, je crois maintenant. Puis, je l'ai passé, ça s'est bien passé. J'ai pu, à l'époque, faire un DPECF. On avait l'opportunité en 1 an d'avoir des équivalences Bac+2. Je me suis dit, le bac s'est bien passé, je vais y poursuivre. Donc DPECF à la Joliverie. DECF, là, le choix, formation initiale ou alternance. Je me suis dit, je suis un peu jeune, ça se passe bien au niveau des études. Je voulais aller vite. Très honnêtement, je n'avais pas envie de rester des années à l'école. Donc je me suis dit, on va faire ça vite et puis comme ça, je travaillerai rapidement. J'ai eu la chance de faire donc mon DECF en 2 ans et de passer le DESCF, qui est le DSCG maintenant, dans la foulée. Ce qui veut dire que finalement, en 3 ans et demi, j'avais déjà mon DSCG, le DESCF. À l'époque, il y avait le service militaire, donc service national pour moi. J'ai eu la chance de candidater à la préfecture pour faire un service national civil. D'accord. Et il se trouve que j'ai trouvé un poste de comptable dans une association, Partage 44, association qui existe toujours sur Nantes, dans lequel j'ai exercé pendant 1 an, et où l'expert comptable était juste un des associés fondateurs de la société HLP Audit. D'accord. Qui m'a dit à la fin de mon service national, on cherche du monde, si ça t'intéresse, t'es le bienvenu. Donc je suis rentré chez HLP Audit comme ça, de façon assez naturelle, avec un service national civil. Et puis chez HLP, on m'a dit assez rapidement, tiens, tu as le DESCF, tu veux peut-être faire ton diplôme d'expert comptable? Je dis oui, avec plaisir. Et là, on m'a très vite proposé le diplôme d'expertise comptable. Donc j'ai fait 3 ans de stage chez eux. D'accord. Où là, j'avais plutôt un profil secteur non marchand. Donc j'accompagnais beaucoup les associations, que ce soit en expertise comptable ou en audit légal. À l'époque, il y avait encore beaucoup de mixité dans ces métiers-là. Donc je faisais expertise comptable et audit légal pour le secteur non marchand, plus de la petite entreprise, TPE classique, etc. Et en plus, j'étais quand même pas mal geek. J'étais passionné de micro-informatique, web, etc. Et sauf qu'il y a 25 ans, quand on parlait d'Internet et de messagerie, c'était un univers totalement différent. Donc, je suis juste venu proposer de temps en temps à un associé en lui disant « Mais tu sais, on met sur des disquettes, des fichiers qu'on s'échange et c'est très compliqué. Tu as un réseau informatique, enfin vous, parce qu'à l'époque, vous, monsieur Héron, vous avez un réseau informatique, peut-être qu'on pourrait mettre en place des fichiers, des repères. Anthony, tu as l'air de savoir faire ça, tu fais, tu proposes, et si ça se passe bien ?» Et puis, j'ai proposé ça, et puis j'ai proposé de mettre en place un site internet, parce que site internet, ça pouvait être pas mal. J'ai proposé que une messagerie électronique, c'est bien pour l'accueil, mais si on en avait peut-être 4
une par associé. Enfin, moi, j'étais pas associé, mais pour les associés présents, ça pouvait être bien aussi. Donc voilà, j'ai proposé ça. Et puis, au fil de l'eau, chez HLP Audit, j'ai donc toujours gardé un portefeuille client parce que j'aimais le métier. Je me suis dit, j'avais quand même fait mon parcours d'expert comptable, donc je trouvais intéressant de garder ce cœur de métier. Et puis, la moitié, les 2 tiers de mon temps, c'était de la gestion de projets informatiques, des nouveaux outils qui arrivaient, de la GED, de la captation de données, de l'optimisation, de l'automatisation, des fichiers Excel, du tableau croisé dynamique. Donc là, voilà, j'essayais de transmettre un peu mon savoir-faire, soit aux équipes, enfin mon savoir-faire, mon goût. Enfin, j'avais envie, j'étais curieux, donc je faisais ça. Et puis, j'ai eu la chance, il faut le reconnaître, que cette société me laisse l'opportunité de... Tu as l'air de savoir faire, ou en tout cas, tu as envie de faire. Ça rend service, ça apporte une valeur ajoutée. Continue. Tu gères tes clients, donc tu sais ce qu'on fait aussi. Donc, continue comme ça. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et puis, au bout de 20 ans, effectivement, après l'avoir fait, après s'être rendu compte aussi que le numérique n'était plus vraiment différenciant, c'est-à-dire que tout le monde savait faire des tableaux croisés dynamiques, tout le monde savait utiliser une boîte mail, et tout le monde commençait à aborder les outils décisionnels, etc. Et là, je me suis dit, tiens, il est peut-être temps pour moi pour faire autre chose. J'ai discuté avec la direction, on a cherché pour voir s'il y avait au sein d'HLP quelque chose de faire qui pourrait me convenir. J'ai regardé un peu ailleurs, forcément. Au bout de 20 ans, on regarde ailleurs. Alors même si j'avais regardé un peu ailleurs avant, et j'avais toujours réussi à trouver de l'intérêt là où j'étais. Et puis j'ai eu la chance de tomber chez Appel, où ils m'ont dit, bah tiens, nous on cherche un expert comptable, mais on cherche aussi un commercial. Commercial, chargé de développement, nouveau métier, j'avais jamais essayé, j'avais fait beaucoup de conduite de projet, beaucoup d'experts comptables, je me suis dit, tiens, nouveau projet. Donc ils m'ont donné ma chance, et puis pendant 1 an ou 2, j'ai fait commercial, terrain, chargé de développement, et puis aller chercher, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer les chefs d'entreprise, les convaincre de toute la puissance, de tout l'intérêt de notre société. Et j'avais la chance aussi de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise que j'avais pu rencontrer et prospecter. Donc en même temps que je développais mon portefeuille, eh bien j'accompagnais de nouveaux chefs d'entreprise dans des secteurs très variés. Et puis après, il y a eu la crise sanitaire qu'on connaît tous. Donc forcément, en termes de prospection, c'était plus compliqué. En termes d'accompagnement, il y avait beaucoup plus de besoins parce que les entreprises, effectivement, étaient très en attente du conseil de l'expert comptable pour voilà, comment je fais, mes salariés, mon entreprise, ma survie, c'est quoi demain? Donc, en bonne intelligence avec les associés de la structure, la décision a été prise de plutôt basculer sur le métier d'expert comptable. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, depuis 20 ans où j'ai mon diplôme d'expert comptable, ça va faire qu'1 an ou 2 où je fais à 100% un métier qui me passionne, c'est-à-dire expert comptable. D'ailleurs, le mot me gêne parce que expert comptable, ok, tout le monde voit ce que c'est et c'est un titre et c'est un métier, c'est une fonction, c'est réglementé. Mais moi, la comptabilité, c'est une matière première. Enfin, ce que je fais tous les jours au quotidien, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise qui vont me parler de tout, que ce soit des problèmes sociaux, de RH plutôt, des problèmes fiscaux, des problèmes comptables, des problèmes de gestion d'entreprise. Et d'ailleurs, même pas de problèmes comptables, ils ont des problèmes de gestion d'entreprise. Hier soir, j'étais avec un patron de bar et un patron de restaurant, et ils avaient des problèmes de chefs d'entreprise qui ont vécu une crise sanitaire compliquée, qui ont dû fermer un restaurant, qui se retrouvent avec des dettes un peu dans tous les sens, qui sont un peu perdus et qu'on doit accompagner pour leur dire voilà où vous en êtes, voilà où vous pouvez aller, vous avez une structure qui reste, qui peut encore survivre, qu'est-ce qu'on fait pour la holding, pour toutes les structures, et c'est vraiment les accompagner par rapport à ce dont ils ont envie ou besoin dans l'avenir. Et l'intérêt de ce que m'a appris mon passage en fonction commerciale, c'est d'écouter le chef d'entreprise. Et finalement, je me suis rendu compte au bout de 20 ans que quand on écoute le chef d'entreprise, on se rend compte que ce dont il a besoin, ce n'est pas d'un bilan, d'une liasse, d'une TVA. Alors oui, l'administration lui impose, donc forcément, indirectement, il en a besoin. Mais ce dont il a besoin, c'est qu'on l'écoute déjà, qu'on le comprenne, et puis savoir que peut-être son entreprise, c'est son bébé. C'est un projet qu'il mûrit depuis des années et que son bébé, il ne va pas l'abandonner comme ça. Donc on va l'aider à faire grandir son bébé. Et puis à un moment, on va lui dire, attends, ton bébé, il faut le laisser vivre, il faut soit t'associer ou le vendre pour prendre une autre affaire. Ou on va l'écouter en disant, non, moi mon affaire, elle ronronne, par contre, je suis débordé, j'en peux plus de mes salariés ou j'en peux plus du cadre RH. Comment on fait pour alléger cette pression, pour faire que
je consacre mon temps à ce qui est réellement passionnant et intéressant pour moi, soit l'activité commerciale, soit mes clients, etc. Et là, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on dit, nous, experts comptables, un peu comme le médecin généraliste, soit on a la solution, le RH, ça t'emmerde, t'en as marre de gérer tels aspects sur gestion des congés payés, etc. On va te mettre en place des outils, on va te mettre des workflows de suivi de congés, on va te mettre de la gestion de notes de frais, on va te mettre des outils qui vont te simplifier le quotidien, qui vont convenir à tes salariés. Et puis après, on va voir sur tes différentes questions, sur des problématiques un peu plus compliquées de rupture conventionnelle demandée, d'allègement du temps de travail, de gestion de planning. Qu'est-ce qu'on peut faire, soit en interne, soit avec des partenaires qui vont pouvoir t'accompagner sur la mise en place de cadres plus en phase avec les besoins de tes salariés. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est écouter le besoin, savoir si en interne, on peut apporter une solution ou si au final, on doit recourir à un partenaire et travailler en bonne intelligence avec un partenaire. Donc, c'est vraiment ça qui me passionne, c'est écouter le client et lui répondre vraiment à ses attentes, mais au fond de ses attentes. C'est pas ce qu'on a l'habitude de croire, le chef d'entreprise, il veut gagner plus d'argent et exploiter au maximum, ou il veut simplement grossir. Non, il y a des chefs d'entreprise, et on en voit tous les jours, qui veulent simplement un jour de congé en plus, ou que lorsqu'ils prennent 2 semaines de congé, que leur trésorerie ne soit pas à feu et à sang et que tout soit serein pour eux. Donc, s'ils ont besoin de ça, c'est à nous, experts comptables, de dire qu'est-ce que je peux faire pour que ta trésorerie te permette de partir en congé tranquillement. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses te dégager 1 journée ou 2 journées par semaine, par mois, pour te détendre, pour te consacrer à ta famille ou pour développer un nouveau projet parce que tu as envie de développer un nouveau projet. Donc, c'est réfléchir avec le chef d'entreprise sans prendre sa place. Alors ça, j'insiste beaucoup, je ne prends jamais la place du chef d'entreprise. C'est lui qui décide, c'est lui qui gère son bébé. S'il n'a pas toutes les clés, c'est mon rôle de lui faire comprendre, de lui apprendre comment on gère une entreprise, qu'est-ce qu'une TVA, pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas autre chose, pourquoi est-ce qu'il a le droit de verser de l'argent à une entreprise ou à une autre, mais pas dans certaines conditions. Enfin, tout ça, c'est à moi de lui apprendre, de vulgariser le sujet et puis de l'aiguiller pour qu'il prenne la décision la plus adaptée à ses besoins. Et si je réussis ça, je dors bien. Super, passionnant. Oui. Ce que je remarque, c'est que finalement, au cours de ta carrière jusqu'à maintenant, en fait, tu as pris les opportunités au fur et à mesure en fait, qui t'étaient proposées et par rapport à ce que tu aimais faire, tout ça. Donc, tu étais un peu multicasquette finalement sur les différentes activités. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur Anthony Brault, collaborateur comptable chez HLP. Oui. Tu avais un secteur d'activité dédié au niveau, tu disais, secteur marchand, non marchand, oui. C'est vrai que comme Jacques Héron, à l'époque, m'avait recruté dans un service civil qui s'était fait dans une association intermédiaire. D'accord. Et que lui avait aussi pas mal d'associations caritatives, médico-sociales, humanitaires. Il m'a plutôt dédié à ces aspects-là du portefeuille. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai été amené à les accompagner. Et c'est vrai aussi que là, par rapport à notre métier, qui est expert comptable, être expert comptable d'association ou être expert comptable d'une TPE, c'est la même matière première. C'est des comptes, c'est des chiffres, c'est des bilans, des résultats. Alors certes, il y a des normes un peu différentes, mais après, c'est fondamentalement différent dans les objectifs. Et ce qui est intéressant, mais ça reprend ce que je citais précédemment, c'est qu'il faut être à l'écoute de l'équipe dirigeante, savoir où ils vont, ce qu'ils souhaitent et pouvoir leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Et une structure humanitaire, ce qu'elle veut, c'est pas forcément rentabiliser parce qu'on ne va pas chercher des excédents dans le secteur associatif, mais on va chercher à pérenniser, on va chercher à transmettre le plus de fonds, d'aide, de ressources, de valeur ajoutée au public qu'on a décidé de protéger, sans bien évidemment négliger les salariés en interne, les équipes bénévoles. Et d'ailleurs, en parlant d'équipes bénévoles, le sujet de mon mémoire en diplôme d'expertise comptable, c'était donc le commissaire aux comptes et le rôle vis-à-vis du bénévolat dans les structures associatives. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait tout un tas de contrôles à faire en se disant les bénévoles sont très impliqués dans les structures associatives, mais au final, demain, elles peuvent partir sans obligation aucune. Demain, elles ont accès à des caisses, à des chiffres et à tout un tas de sujets précieux pour l'association. Donc, il faut encadrer tout ça et sécuriser tout ça. Donc, c'était dans le sujet de mon mémoire, comment est-ce qu'on fait pour encadrer le bénévole dans le secteur associatif. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon diplôme d'expert comptable. Super.
Et justement, du coup, quand tu as eu ce diplôme d'expert comptable, est-ce que ton métier au quotidien a changé? Le fait d'avoir eu le titre d'expert comptable, est-ce que tu as pris d'autres responsabilités ou est-ce que finalement tu vas continuer entre guillemets à faire la même chose au quotidien? Pour être très clair, la vérité c'est que oui, ça aurait pu évoluer, mais que je pense que j'ai mis un petit coup de frein. C'est-à-dire que comme j'avais eu la chance d'avoir très tôt tous mes diplômes, finalement je me suis trouvé un peu en décalage entre des opportunités, dites ou non dites, mais en tout cas clairement affichées en disant si tu veux un poste d'associé, le chemin il est technique, RH et commercial, il faut que tu fasses tes preuves sur ces 3 sujets pour monter en tant qu'associé et éventuellement en poste de dirigeant. Le message était passé, comme à l'époque HLP le passait à tout jeune diplômé en disant tu as le diplôme, maintenant la route elle est claire, suivant ce que tu veux faire. Et comme très honnêtement je me suis souvent laissé porter, et encore aujourd'hui un peu je l'avoue, par le plaisir et l'envie que je prends à faire ce que je fais, à l'époque mon envie c'était plutôt la gestion de projets numériques, continuer à conserver ma clientèle en tant que responsable de mission avec un associé, et je n'ai pas forcément voulu tout de suite avoir un rôle d'associé d'expert comptable installé. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas décliné en disant non, je ne veux pas être associé, mais je pense que les associés ont vu que là où je m'éclatais et là où je me faisais plaisir, c'était de la gestion de projet interne et c'était de la gestion de portefeuille. Donc, j'ai eu cette chance, et je pense que dans beaucoup de cabinets, ça se passe comme ça, et encore chez Appel, ça s'est passé comme ça. J'ai eu cette chance qu'ils me disent tu as envie de faire ça et ça nous est utile. On ne va pas te forcer à faire quelque chose dont tu n'as pas envie. Oui, la droite ligne, ce serait d'être associé dans 5 ans et puis dirigeant peut-être dans 10, si tu n'en as pas envie tout de suite. Et objectivement, je ne m'en sentais pas la maturité ni l'envie, c'est pas utile. Tu avais quel âge quand tu as eu ton DEC? 2004, je devais avoir 27 ans. Ah oui, c'est tôt. C'est un peu tôt. Voilà. Effectivement. Donc du coup, ensuite, tu es passé dans ce que j'ai vu, manager pôle numérique chez HLP. Voilà, donc là, tu t'occupais de toute la partie, comme tu disais, implémentation des outils, digitalisation du cabinet. C'est ça, veille sur les outils, formation des équipes. J'ai même eu l'opportunité avec Sedge, donc l'éditeur de logiciels, d'avoir un partenariat formateur. Et donc j'intervenais partout en France pour faire de la formation aux outils de révision. Dans d'autres cabinets? Alors, facturé par le cabinet, mais pour d'autres cabinets, partout en France. Okay. Et donc ça, c'était aussi passionnant de pouvoir se déplacer à Marseille, Paris, Toulouse, et puis passer 2 jours avec les équipes qui faisaient le même métier, mais dans des cabinets différents, et qui souhaitaient digitaliser leur process, dématérialiser leur process de révision. D'accord. Et je sais que depuis, HLP a un peu développé ces sujets-là et a organisé notamment, et développe encore, des partenariats de formation ou d'intégration pour des outils de la profession. Super. Et ça, c'est un rôle que tu avais en plus du rôle d'expert comptable et de... À l'inverse, ça devenait plus mon rôle principal, c'est-à-dire j'étais plus le responsable numérique de la structure plutôt qu'un expert comptable. D'accord. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je parte à un moment de cette structure, c'est que n'ayant plus finalement que cette casquette-là, je commençais à m'ennuyer un peu parce que j'aime bien la diversité et ne faire plus que de la gestion de projet ou de la gestion d'emmerde pour être clair, parce que le responsable numérique, il a aussi le problème du clavier, le truc, le machin. Voilà, au bout d'un moment, j'en avais fait le tour. Je n'y prenais plus autant de plaisir. Je me suis dit, tiens, faisons autre chose. Okay. Et c'est vrai que l'expertise comptable, je l'avais perdu un peu de vue, je perdais un peu de vue mes clients, et ça me manquait aussi. Voilà. Ok, super. Et donc, du coup, après, tu arrives chez APL. J'arrive chez APL. En 2019. Pour un poste de chargé de développement avec 50-50, chargé de développement et responsable clientèle, expert comptable. C'est vrai qu'au niveau de l'organisation, au niveau des besoins, j'ai fait beaucoup de chargés de développement au départ. Et puis, on apprend les méthodes de vente. Il y a une structure très établie chez APL, donc avec des fonctions, avec tout un tas de supports, etc. Donc on apprend les fonctions, on apprend les métiers, donc on apprend ce que chacun fait. Et puis au fur et à mesure, sur l'agence de Carquefou, j'ai développé ma clientèle et je travaillais en équipe avec 2 ou 3 autres experts comptables sur site pour développer cette clientèle et pour les accompagner au quotidien. Après, il y a eu la crise sanitaire qui a fait qu'on s'est retrouvés tous en télétravail, à gérer, et là c'est pareil, à gérer des problèmes de chef d'entreprise, mais moi, les belles expériences humaines que j'ai vécues durant cette crise sanitaire, c'est pas à décortiquer les textes qui sortaient tous les jours et qui étaient contradictoires d'une semaine sur l'autre.
c'était malheureusement, mais c'était mon rôle, d'entendre le chef d'entreprise qui craque un vendredi soir, rester 2 heures avec lui au téléphone et trouver des solutions, le rassurer d'abord, parce que c'est vrai que dans cette situation, tout le monde se crispe et on ne voit plus de solution, donc on descend la pression, et puis après on se dit, hey, t'en es là, il y a des voies, il y a des solutions, on va y aller doucement. Et là, c'est pas le diplôme d'expert comptable qui a servi, c'est 20 ans d'expérience où on écoute les chefs d'entreprise, où on se dit, bah tiens, c'est des hommes et des femmes qui montent leur boîte, qui ont un bébé et qui du jour au lendemain peuvent perdre ce bébé. Comment on fait pour les rassurer, leur dire que oui, peut-être, bah oui, peut-être que ta boîte, et ça a été le cas pour un ou deux, bah oui, ta boîte, elle allait pas bien. Rappelle-toi qu'elle allait pas bien. C'est pas que de la faute du Covid. Mets-toi en perspective. Aujourd'hui, il y a cette situation. On met en stand-by tout. On lève tous les leviers qu'on peut utiliser. Et puis, on avance pas à pas. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a des portefeuilles de 100, 150, 200 clients. Et puis, il faut savoir lequel va avoir besoin. Lequel va avoir besoin ne va pas s'exprimer. Et donc, appeler régulièrement les chefs d'entreprise pour se dire, OK, tu es au clair sur toutes les docs que je t'ai envoyées, il y en a beaucoup, je suis désolé, est-ce que ça va, est-ce que tu sais où tu vas aller, est-ce que tu sais, oui, c'est bon, j'ai le syndicat qui m'a renseigné aussi, bon, super, ou bah oui, merci parce que là, j'y vois pas clair. Donc ça a été un vrai métier de contact, et c'est ce que je trouve le plus passionnant dans ces métiers d'expertise comptable, c'est d'accompagner le chef d'entreprise, quelle que soit la situation, quand ça va bien et quand ça va moins bien, et puis de rencontrer des métiers tellement différents. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir des métiers qui me plaisent. Et c'est, je pense aussi, l'écoute d'APL, c'est de me dire, bah tiens, tu aimes le métier de la restauration, tu aimes les métiers du divertissement, du théâtre, de la culture, bah, développe cette clientèle, et puis s'il y a des choses à faire, et bah, mets-les en place, et on t'accompagnera, et on te donnera les outils pour le faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai, on va dire, 40% de mon portefeuille, c'est café, hôtel, restaurant et culture, loisirs. Et puis le reste, c'est de l'artisanat et du prestataire de services, services aux entreprises assez classiques. Mais avec cette chance de, voilà, d'être sur des métiers très différents, avec quelques métiers coup de cœur, où voilà, je suis ravi par exemple d'avoir dans des comptas un dragon immobilisé. Et oui, je dois être un des rares experts comptables à avoir un dragon immobilisé, parce que j'ai une société qui fait du divertissement et qui met en place des animations dans des parcs d'attractions, et donc forcément ils ont des dragons, ils ont des mages, ils ont des sorcières, ils ont tout un tas de choses. Donc ça c'est aussi passionnant de les découvrir. Génial. J'aimerais maintenant que tu me parles un peu du cabinet APL, oui. Dans lequel tu es. Aujourd'hui tu es associé chez APL et responsable du bureau de Nantes. Oui. Donc c'est une création récente, si je ne me trompe pas. C'est une création toute récente, ça fait moins d'1 an qu'on existe. Alors avec toutes les difficultés qu'on connaît, on ne va pas se voiler la face, effectivement. Comme toutes les structures, eh ben, on a la chance de grandir, enfin comme toutes les structures. En tout cas, nous, on a la chance de grandir, et la vraie difficulté, ou en tout cas notre point de vigilance aujourd'hui, au-delà de la satisfaction de nos clients, qui est naturelle, c'est aussi d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien dans l'entreprise, parce que sans collaborateurs, sans expert comptable, sans assistant, sans collaborateur tenu, ben, on ne fait rien. Tout simplement, on ne fait rien, et on n'accompagne pas les chefs d'entreprise si sa comptabilité n'est pas à jour, si on n'a pas la matière première, si on n'a pas de bilan. Je vais beau l'accompagner, l'écouter, oui, je peux le rassurer, mais au bout d'un moment, il va me dire j'ai combien, et ma boîte, elle est rentable ou elle n'est pas rentable, et le prévis, on se le fait quand. Donc il me faut cette matière première, et il faut une équipe, et il faut des spécialistes en droit social, en fiscalité, il faut des spécialistes. Donc on fait attention à ça. C'est une création de bureau. C'est vrai que APL est très à l'écoute des besoins, des collaborateurs, des équipes. Sur Carquefou, on commençait à être un peu à l'étroit dans ces bureaux-là. Donc c'est posé la question, soit on agrandit Carquefou, soit on crée un nouveau bureau. Moi, en l'occurrence, j'étais tout près du futur bureau de Nantes en termes de géographique. Il y a la Joliverie qui est juste à proximité. Donc c'est vrai que APL avait la possibilité d'avoir un expert comptable qui habite à 1 km, la Joliverie qui est à 1 km. Et donc on s'est dit que peut-être on allait pouvoir satisfaire des étudiants qui chercheraient peut-être un cabinet comptable à proximité de là où ils font leurs études, et puis tout un tas de personnes qui vivent dans le Sud-Loire et qui aiment bien le Sud-Loire et qui se disent que traverser le pont de Cheviré ou traverser d'autres ponts, c'est un peu laborieux le matin et le soir.
Donc on a été ravis de se poser un nouveau site sur Nantes, à proximité de l'île de Nantes, là, quartier Saint-Jacques. Et puis effectivement, on a eu, par exemple, une personne de Carquefou qui a déménagé sur l'île de Nantes et qui d'un coup nous a dit je déménage sur l'île de Nantes, est-ce que vous pouvez m'accueillir sur le bureau de Nantes ou je vais être... Non, tu vas rien être obligé, on est très content de toi, donc viens donc sur le bureau de Nantes. Donc c'est pour ça qu'on a 2 bureaux maintenant, un bureau de Nantes où on a encore besoin d'étoffer les équipes, et puis un bureau à Carquefou, ce qui nous permet d'avoir 2 emplacements pour les clients certes, mais aussi pour les collaborateurs, pour leur permettre dans des évolutions de vie, dans des familles qui bougent, et de se dire tiens, on veut te garder parce que on apprécie qui tu es et ce que tu fais pour les clients. Donc, si tu déménages et que Carquefou est trop loin pour toi, sache que sur Nantes, on peut t'accueillir, on sera ravis de t'accueillir. Super. Avec des outils des maths, avec des outils et des méthodes. On a la force aussi d'être une centaine de personnes, d'ailleurs peut-être un peu plus que 120 maintenant, avec 6 bureaux. Donc on a des supports, on a des personnes qui sont dédiées à la formation, dédiées à la documentation, dédiées à la gestion des équipes, de la charge de travail. Tout ça pour faire en sorte que si demain il y a une absence sur Nantes ou sur Angers, que Le Mans puisse prendre le relais et que pour le client ce soit totalement transparent et surtout pour que le collaborateur, quand il revient, il ne revient pas avec 2 fois plus de travail, mais il revient en se disant ça a été assuré pendant que j'étais absent, je rentre. Et on a vu avec le Covid tous les cas contacts, les vrais malades aussi avec des vrais symptômes. Et bien évidemment, quand il y a un arrêt, les gens s'arrêtent de travailler. Et là, on prend le relais et puis on travaille avec les équipes et on fait passer le dossier entre Angers et Le Mans en toute transparence pour le client. C'est-à-dire que lui, il apporte toujours ses documents au même endroit où il nous les envoie toujours sur la même plateforme. Mais derrière, c'est une autre personne qui traite et qui assure le relais. L'important pour le client, c'est que tout soit suivi et que s'il a une question, il y ait quelqu'un qui puisse lui répondre. C'est ça. Et l'intérêt aussi, c'est que par principe, dès qu'on intègre un nouveau client, on lui présente bien une équipe en lui disant oui, il y a l'expert comptable qui est un chef d'orchestre, mais bien évidemment, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout sur tout le temps. Il a une équipe et c'est bien pour ça qu'il a une équipe. Donc il y a le responsable de mission. L'expert comptable n'est pas là. Appelez le responsable de mission. Et il y a des questions, vous vous rendrez compte que le responsable de mission, il est beaucoup plus réactif et pointu parce que il est le nez dans vos chiffres et il peut tout de suite vous répondre. L'expert comptable, il peut être plus souvent en déplacement, plus souvent sur des rendez-vous longs, donc moins facilement joignable. Vous avez une équipe et puis même l'assistant ou le collaborateur tenu, ce sont des humains, ce n'est pas des robots, même s'ils sont assistés de robots et d'outils efficaces, mais ça reste des êtres humains. Donc appelez-les si vous avez des questions et on insiste aussi pour que les collaborateurs appellent les clients et pour qu'il y ait de l'échange parce que c'est une équipe. Alors, au bout d'un moment, les gens vont nous dire, la première réaction c'est de dire oula, beaucoup de monde pour moi tout seul, et puis très vite les gens se rendent compte que c'est une force parce qu'ils ont toujours quelqu'un de compétent pour un sujet, que ce soit le social, que ce soit leur suivi courant, que ce soit une question plus stratégique ou plus de problématique à long terme. Ok, super. C'est quoi la culture chez APL ? La culture chez APL, alors elle a été écrite, enfin en tout cas on essaye de se le dire parce qu'il y a toujours la culture induite et elle est ce qu'elle est, mais c'est bien de s'en rappeler et pour les nouveaux qui arrivent qui ne sont pas encore baignés dedans, c'est bien de leur dire et qu'ils puissent se rendre compte que la promesse de départ elle est suivie dans la durée. La culture c'est avant tout, c'est 3 piliers, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient bien au travail mais qu'ils soient bien chez eux, qu'ils aient le bon équilibre, l'équilibre qui leur convient, pour qu'ils qu'ils soient simplement bien. Et on sait tous que quand on est bien, qu'on soit un expert comptable ou qu'on soit un collaborateur, quand ça va bien, quand on sait qu'on a du temps pour faire des choses qui nous plaisent en dehors et du temps pour faire des choses qui nous plaisent en dedans de l'entreprise, on est efficace et serein. Donc s'il y a l'équilibre, il y a la bienveillance. Par principe, on sait tous que lorsqu'on fait une erreur, quel que soit le niveau où on fait une erreur, il n'y a pas de malveillance, il n'y avait pas de volonté de nuire. Donc prendre l'erreur, prendre l'apprentissage comme une vraie source de leçons et d'expérience. Et donc oui, il y a des boulettes et ça arrive, quel que soit le niveau, avec bienveillance, on écoute, on essaye de comprendre, est-ce que c'est la méthode qui a failli,
Est-ce que c'est le collaborateur qui n'a pas vu tel ou tel sujet? Et puis on apprend et on essaie de tirer une leçon de chacun de ces sujets. Équilibre vie pro, vie perso, bienveillance et professionnalisme. On a des clients qui payent des prestations, qui nous donnent de l'argent pour qu'on réalise une prestation. Donc par principe, on sert le client à hauteur de ce qu'il nous a acheté. Il nous a acheté un tableau de bord, et ben c'est pas juste des indicateurs flash, on lui fait un tableau de bord. Il a acheté un bilan avec une norme professionnelle, et ben on fait les choses de façon professionnelle. Si on n'a pas le temps de les faire, et ben il y a la deuxième règle à jouer, équilibre vie pro vie perso, on n'a pas le temps de les faire, et ben il y a une équipe, on alerte et on dit tiens, en charge de travail, dans 2 semaines, ça risque de pas passer. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Et on s'organise toujours parce qu'on a la force de plusieurs bureaux et on s'organise toujours pour que les choses se font. Super. J'ai des questions un peu plus personnelles. Oui. Aujourd'hui, tu es associé chez APL. Est-ce que c'est, entre guillemets, un statut que tu as toujours voulu atteindre à partir du moment où tu as commencé l'expertise comptable ou pas Alors, la question me fait sourire parce qu'effectivement, je pense que dans la tête du gamin de 14 ans qui se dit en 3e, tiens, je vais faire une seconde, allez, plutôt techno que généraliste et on va voir. Je me disais quand même, oui, mais au bout du bout, si ça marche bien, je veux être expert comptable associé et inscrit au tableau de l'ordre. Donc oui, il y avait peut-être ce petit rêve de môme en se disant, associé, ça claque. Et puis après, je pense qu'il y a le principe de réalité. C'est de se dire à 26-27 ans, je suis diplômé, je vois des associés, et on va se le dire, qui portent une pression énorme, qui travaillent beaucoup, qui s'impliquent beaucoup. Est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que ma gestion de projet numérique, mon portefeuille, ça me convient? Principe de réalité, je me suis dit, en 2004-2005, ça ne me convient pas ce que je voyais des associés de l'époque. Enfin, ça ne me convient pas. Je respecte parfaitement ce qu'ils faisaient et ils avaient l'air d'y prendre un plaisir formidable. Je n'avais pas l'impression, moi, de pouvoir prendre autant de plaisir qu'eux à faire ça. Donc, j'ai lâché un peu l'affaire. Et puis, c'est vrai que quand dans une structure, on lâche un peu l'affaire sur un poste d'associé, quand même un poste à enjeu, on n'est pas regardé tous les ans en disant tiens, est-ce que tu veux redevenir associé? Voilà, on lâche l'affaire et puis on voit comment les choses évoluent. Et c'est vrai que chez HLP, les choses évoluant, voyant qui devenait associé et les conditions pour le devenir, je n'étais pas forcément en adéquation entre mes envies et encore toujours sans jugement de valeur. Moi, les associés qui ont réussi leur parcours associés chez HLP, je les félicite, ils ont l'air très bien chez HLP, tant mieux. En l'occurrence, ça ne me correspondait pas. Au bout de 20 ans, on fait le tour avec quelques associés. C'est un peu compliqué au bout de 20 ans de quitter une boîte dans laquelle on s'est senti bien pendant des années. Mais quand on fait le tour et qu'on se dit, je prends plus de plaisir à ça, et moi, c'est quand même un de mes moteurs, on va se quitter là. Et ils ont été très bien, on a fait les choses proprement, et je les remercie encore. Et j'ai saisi l'opportunité d'APL, où là, effectivement, c'est assez drôle parce qu'on m'a dit 50% chargé de développement et expert comptable. Et si on te propose à court ou moyen terme un poste d'associé, t'en penses quoi? Et là, ma phrase, je me rappelle toujours, je dis, ce n'est plus c'est plus mon Graal, c'est plus un absolu et je ne cherche pas absolument un nouveau poste d'expert comptable associé. Maintenant, effectivement, si vous me le proposez, je dirais peut-être pas non. Et les choses se sont faites, je trouve, assez naturellement, de chargé de développement à expert comptable, à associé. Et là, peut-être que dans la société APL, j'ai trouvé une équipe, un état d'esprit, une culture d'entreprise où je me suis dit, tiens, pour être associé chez APL, le cadre de l'implication, de l'enjeu, de la compétence technique, commerciale, etc., me semble plus en adéquation avec qui je suis aujourd'hui. Peut-être que chez HLP, aujourd'hui, ce sera le cas, mais aujourd'hui, chez APL, j'étais parfaitement fan. Donc j'ai pris cette association et puis je dirais tout aussi naturellement, quand on s'est dit le bureau de Carquefou est trop petit, si on crée un deuxième bureau, on est venu me voir en me disant qu'est-ce que tu penserais de prendre la responsabilité de ce bureau? Et j'étais bien aligné avec cette opportunité, donc j'ai dit avec grand plaisir et puis on fonce. Donc ça a été plus naturel. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité que tu affectionnes tout particulièrement? Alors, c'est clair que le secteur de la culture.
Café, hôtel, restaurant, culture, tourisme, c'est vraiment ma tasse de thé. J'accompagne un théâtre nantais depuis 20 ans et je suis ravi de l'accompagner depuis 20 ans. Je te parlais tout à l'heure d'une société qui fait des animations pour parcs d'attractions. Je les accompagne depuis 15 ou 20 ans et j'ai vraiment envie de les accompagner dans la durée. Et puis, quand on accompagne avec plaisir, envie, limite amour ces gens-là, qui sont des gens très humains, très dans la culture, dans l'ouverture à l'autre, dans la découverte, dans la curiosité, et ben ils te recommandent et puis ils te font rencontrer d'autres théâtres, d'autres associations, d'autres sociétés comme la leur, et donc tu rencontres des gens formidables. Alors effectivement, petite parenthèse, pour les collaborateurs qui aiment les théâtres, etc., c'est des gens formidables, mais c'est un métier qui a des difficultés, et c'est des gens qui adorent parler. Donc sur des rendez-vous d'1 heure, il faut savoir qu'il y aura 1 heure professionnelle et 2 heures, me concernant en tout cas, où ça risque de parler de toute autre chose, mais au final, ça fait du bien à tout le monde. Ils sont ravis de parler de ce qu'ils font. On apprend plein de choses sur leur secteur d'activité et on découvre que le droit social pour les intermittents, c'est un peu compliqué, que le suivi de telle ou telle production artistique, c'est un peu compliqué, qu'il faut des habilitations, des agréments pour certaines salles, etc., etc. Et finalement, dans les 2 heures où on a l'impression de parler de tout et de rien, on apprend énormément de choses sur le secteur d'activité. Et le lendemain, on va voir un autre théâtre qui va nous parler d'un sujet totalement autre et on va se dire, mais ah oui, de l'échange que j'ai eu avec un tel, il m'a dit ça. Alors bien évidemment, on va pas lui dire, tu sais que ton petit copain il fait la même chose, mais on va lui dire, tiens, dans les exemples que je connais, il y a telle ou telle pratique, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en sais, etc., etc. Et on partage comme ça. Et on s'enrichit de ces échanges. Donc oui, culture tourisme. Et café, hôtel, restaurant, je trouve que les restaurateurs sont tellement accueillants. C'est des commerçants dans l'âme. Ils regardent le pied de la facture des honoraires comme n'importe quelle facture. Mais il y a le côté commerçant sympathique et puis il y a des vrais sujets. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi de me rapprocher du syndicat de l'UMI et de mettre en place durant le Covid des analyses de rentabilité, des analyses de pérennité de structure pour voir si, voilà, il y a le Covid, mais demain, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Et en discutant avec l'UMI, on découvre que, au-delà des aspects financiers, il y a tout un tas de conseils à leur donner sur, par exemple, le nombre de couverts par rapport à la superficie de leur salle, la taille de leur cuisine. Et il y a tout un tas de sujets où on se dit, l'expert comptable n'est pas légitime. Et finalement, sur le haut du compte de résultat, qui est le chiffre d'affaires, l'expert comptable il est tout à fait légitime pour dire, mais attends, ton ticket moyen il est de combien? Mais pourquoi est-ce que tu n'as qu'un seul service alors que tu pourrais faire 2 services? Et sur la restauration que je ne connaissais pas du tout, il y a encore 4-5 ans, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas de conseils qu'on peut amener où spontanément on se penserait non légitime parce que ça sort du cadre un peu classique comptable fiscal, mais en tant que généraliste, il faut ouvrir les chakras du chef d'entreprise, de mon point de vue en tout cas, l'éveiller à ça, et puis lui dire, si tu veux creuser, oui, il y a des vrais spécialistes de la restauration et du développement commercial qui vont t'aider sur ton métier, mais en tout cas, savoir capter qu'il y a un problème en haut du résultat, un problème en bas du résultat, dans le bilan, sur l'endettement, sur les dettes fournisseurs, sur la créance client, ça c'est le rôle de l'expert comptable. Et si on n'est pas en mesure d'avoir quelques maîtrises un peu techniques métiers, je trouve qu'on est moins percutant dans le conseil. Donc voilà, donc oui, mes secteurs d'activité, c'est plutôt cela. Oui, puis bien sûr, la comptabilité n'est que la conséquence de l'activité de l'entreprise. Et donc, il faut aller en amont pour comprendre qu'est-ce qui sort derrière. D'où ça vient et où est-ce que ça va aller et où est-ce que le chef d'entreprise va aller. Est-ce que tu as une belle histoire à raconter, une anecdote sur un client qui t'a marqué dans ta carrière et qui souhaiterait nous partager aujourd'hui? Il y a une association sur Nantes, c'est l'association Logement Fraternité. Je l'ai découverte avec Jacques Héron. C'est une association sur laquelle HLP travaillait de façon bénévole, en disant on offre 1 ou 2 journées de temps pour cette association. Et cette association, leur but du jeu, c'était d'aller collecter dans les poches de toutes les personnes qui pouvaient, de toutes les personnes qui voulaient, et de reverser cet argent à toutes les personnes qui en avaient besoin sur les aspects logement. Et donc eux, leur leitmotiv, c'était de dire on est des collecteurs de dons et on reverse 100% de tout ce qu'on a collecté.
Et donc moi, j'avais comme rôle de passer une journée à auditer leur comptabilité et à l'AG de leur dire, bah voilà, j'ai arrêté les comptes et je vous confirme que 100% des dons collectés ont été reversés et que aucun coût de fonctionnement n'a été assumé par l'association sur les dons et qu'ils ont toujours géré par de l'échange d'argent, etc. Et quand on arrive dans une association où il y a cette volonté, qu'on est accueilli avec un café et qu'on voilà, on donne une journée de son temps et qu'on finit en se disant j'ai fait que de la compta, mais qu'est-ce que j'étais bien avec ces gens qui avaient envie que leur association fonctionne, pas pour gagner de l'argent, pas pour justifier les subventions, mais simplement pour que demain ils puissent continuer de collecter 1 euro et qu'1 euro collecté égale 1 euro versé, ça donne juste du sens. Et oui, on peut trouver du sens dans l'expertise comptable. Donc là, c'était bénévole, mais dans les associations que j'ai accompagnées ensuite, c'était pas forcément bénévole, mais on avait une mission de faire en sorte qu'elles se pérennisent. Et donc voilà, donc il y a eux, parce que Logement Fraternité, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez vous intéresser à une association, si vous voulez du crédit d'impôt, si vous voulez faire un don, regardez Logement Fraternité, c'est une très belle association. Et après, quand on travaille pour d'autres associations, voilà, on voit des gens qui trouvent du sens à leur implication et c'est chouette. Et quand on accompagne des chefs d'entreprise, fut un temps, j'avais un peu la dent dure avec certains en disant oui, bon, il s'intéresse qu'à son pied de résultat, mais je pense que j'étais un peu immature à l'époque. Et c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été expert comptable aussitôt. C'est peut-être parce que je n'avais pas l'écoute et que j'avais l'impression qu'à 27 ans, il fallait juste que j'aide le chef d'entreprise à avoir un plus gros résultat que son voisin. Donc oui, il faut que je l'aide à avoir un résultat qui soit satisfaisant, mais satisfaisant pour ses objectifs. Et peut-être que passer un certain cap, son objectif, c'est pas le résultat, c'est du temps, c'est de la disponibilité, c'est du confort pour ses salariés, c'est de faire en sorte que ses salariés soient présents 10 ans dans sa structure plutôt que 3 ans, etc., etc. Et là, ça donne du sens. Et effectivement, enfin, je repasse au cas d'hier, et le cas d'hier, c'est ce qui est symptomatique. Ils ont eu des problèmes. Il y a un des restaurants qui n'a pas poursuivi son activité. C'est qu'un bar, on peut se dire ouais, c'est qu'un bar, ouais, il brasse de l'argent, il veut. Mais ouais, mais non, c'est un lieu de vie, c'est des gens qui s'amusent, et puis c'était leur projet, et puis c'était leur bébé, et puis ils y ont mis un peu d'énergie, ils ont mis du temps, ils y ont mis aussi de l'argent. Et puis non, moi j'ai envie que quelqu'un qui a un projet, il aille jusqu'au bout, et que s'il ne va pas jusqu'au bout, et ben qu'il ne perde pas c'est bon. C'est pour ça que j'adore encore rencontrer des créateurs, et que ce qui est rigolo dans les créateurs, c'est qu'on sent le type qui est sérieux, et puis on sent le doux rêveur. Et ce qui est intéressant sur les deux, c'est que le sérieux, eh ben, il faut lui donner les bonnes règles, et le doux rêveur, il faut gentiment, sans briser son rêve. Et c'est ça qui est chouette, c'est juste redescendre doucement en disant, voilà, par rapport à ce que vous me dites, j'en ai entendu d'autres qui ont eu ça et ça comme difficulté. Ça ne vous concerne peut-être pas, mais réfléchissez aux difficultés qu'ils ont eues. Est-ce que vous allez savoir passer outre, les contourner, etc. Et revenez me voir dès lors que vous aurez trouvé un lieu, dès lors que vous aurez abouti sur tel et tel sujet. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est des projets de vie. Et puis demain, c'est des lieux et c'est des gens qui sont épanouis dans ce qu'ils font, quoi. Et puis, on découvre, par exemple, l'Amaconta. L'Amaconta que je découvre il y a 3 ou 4 ans, alors que j'étais en train de naviguer près de la cantine du numérique. Comment ça s'est fait? Je ne sais même pas comment ça s'est fait. Je ne sais plus, on s'est rencontrés à la cantine, effectivement. On s'est rencontrés à la cantine, je devais sortir d'un rendez-vous prospect où vous deviez être à la table d'à côté. C'est possible, ouais. Et vous parliez de comptabilité, comme j'étais expert comptable, forcément, ça m'a intéressé. Comme j'étais aussi chargé de développement, bon, j'ai voulu vous draguer encore un plus peu. Intéressé. Voilà, encore plus intéressé. Vous n'êtes pas venu, mais vous aviez de bonnes raisons à l'époque, vous étiez en micro. Oui, entreprise. Effectivement. Donc vous développiez le projet. Et donc c'était une belle rencontre des deux fondateurs, Jason et Audrey, évidemment Audrey Brulon, bien sûr, Jason et Audrey. Et puis voilà, et vous retrouvez ici, et c'est ça aussi qui est passionnant dans le réseau, c'est que je vous ai vu comme des prospects possibles commercialement. Après, je suis parti sur d'autres sujets. Je vous ai pas agrippé, mais j'aurais dû vous agripper plus fort que ça. Mais c'est pas grave, parce que je suis ravi en tout cas que vous soyez en face
vous soyez des partenaires d'APL et que vous nous aidiez à trouver des collaborateurs qui se sentent bien chez nous. Et on est ravis aussi. Bon, bah, tant mieux. Comment tu expliquerais ton métier à un enfant de 5 ans? Enfin, un enfant. Ah, Simplement. simplement. Alors. Alors, si j'étais avec mes amis du théâtre, je dirais j'aide les gens à réaliser leurs rêves. Mais je crois que j'aide les gens à réaliser leurs rêves. C'est beau. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est un rêveur. Super. J'aime beaucoup. Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux? Oui. Enfin, oui, si. Je suis plutôt actif sur les réseaux sociaux. Alors, très LinkedIn pour le pro. D'accord. LinkedIn et Facebook pour le pro. C'est vrai que depuis que effectivement j'ai cette clientèle ou ces entrepreneurs, restaurateurs, théâtre, etc. Je suis aussi sur Facebook pour voir ce qu'ils font et puis pour échanger. Mais c'est vrai que je suis plus en mise en relation. C'est-à-dire que sur LinkedIn et sur Facebook, je dois être à 1500 ou 2000 contacts sur chaque plateforme. Mais c'est plutôt de la mise en relation. Un prospect, un client, un partenaire, je me mets très vite en relation pour voir ce qu'il fait. Et malgré tout, les outils fonctionnent formidablement bien. Mes fils d'actu me renseignent tellement sur ah bah tiens, à la cantine du numérique, il y a la Maconta qui est en train de progresser, et puis il y a Cels Odyssée qui est en train de faire des choses, et puis il y a tel truc, et puis il y a la station, et puis il y a voilà. Donc ça permet de voir ce qui se passe, de savoir où est-ce qu'il faut sortir, bouger aussi. Enfin, il n'y a pas que le boulot, hein, il y a aussi les bars. Mais les bars, c'est aussi un peu le fond de commerce, et les restaurants aussi. Très très bons restaurants sûrement. On a d'ailleurs, petite parenthèse, 3 des 10 meilleurs restaurants notés sur TripAdvisor qui sont suivis par APL Expert Comptable. Je ne peux pas citer leur nom, mais sachez en tout cas qu'on a de bonnes adresses chez nous aussi, et de très très bons théâtres à suivre, et puis plein d'autres gens formidables. Pardon, je digresse. Oui, les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn. Je m'essaye à un pseudo Instagram plutôt perso. Donc je mets un peu de pro, mais les gens qui me suivent, là il y a 150 ou 200 followers, c'est plutôt des contacts perso. J'ai découvert, alors ça fait marrer tout le monde du haut de mes 46 balais, et là je suis fier de dire que j'ai découvert TikTok. Ok. Enfin découvert. Il y en a de plus en plus. Alors je savais que TikTok existait quand même, mais je me suis inscrit et j'ai voulu scruter un petit, et j'ai trouvé ça mais super créatif. D'accord. Super créatif. Tu fais des vidéos? Alors, je ne fais pas de vidéos. Je publie assez peu. Sur mon Insta, je publie quelques photos sur des lieux, sur des ambiances, sur des stories intéressantes. Mais sur TikTok, je suis juste en phase d'observation. Et je trouve ça l'étape d'après. En termes de dynamisme et de créativité, j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis depuis peu sur TikTok. Mais pour le moment, c'est une jolie découverte. Et puis après, tout un tas de réseaux plus personnels. Mais oui, alors après, ça devient très très long. Parce que quand on contrôle les fils d'actu, il faut se rendre compte qu'on a 8 plateformes à scroller. Et qu'en plus, alors ça c'est mon tort, sur Facebook on commence à se créer 2-3 profils. Le très très pro, le perso pro et le très perso. Ça devient juste inextricable. Ça fait beaucoup après. Ça fait beaucoup trop. et c'est là où certains spécialistes me disent, mais est-ce que on est obligé de dissocier les profils? C'est vrai que le perso pro, notamment sur Facebook, je me rends compte que voilà, maintenant c'est du perso pro, et ce qui était très très pro, je l'ai abandonné, et ce qui était très perso, je l'ai abandonné parce que des amis sont des chefs d'entreprise, et certains chefs d'entreprise deviennent amis, et que j'ai rien à cacher. En tout cas, ce que j'affiche sur Facebook, c'est aussi peut-être la leçon que je donne aussi à certains jeunes, notamment à la Joliverie, que je suis allé voir récemment. Quand on parle réseaux sociaux, mettez-vous sur LinkedIn, mettez-vous peut-être sur du Facebook Pro, mais LinkedIn c'est déjà pas mal. Et dans vos profils, ne mettez que ce que vous êtes capable de dire à la cafette d'une boîte. Alors il y en a qui sont capables de dire beaucoup de choses à la cafette d'une boîte, mais en tout cas quand on se dit tiens, ça peut être lu par mon patron, par mon collègue, par ma mère, et bah ça donne un cadre. Et voilà, je pense qu'il faut rajouter par mon collègue, par mon boss, ou par un futur recruteur, parce que oui, je l'avoue, je ne stalke pas, mais quand on me dit tiens, il y a un tel qui arrive, et ben sans le stalker, je vais simplement faire Google et regarder, tiens, LinkedIn, tiens, il y a tel ou tel, ah tiens, elle a fait ça, ah tiens, c'est intéressant, et puis c'est comme ça que ça marche. Super. Et toi, en tant qu'expert comptable, tu penses que c'est important d'être sur les réseaux sociaux?
Alors, je pense que c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Je pense que ça me correspond. Oui. Donc, est-ce que c'est important? J'en fais pas du prosélytisme. Il y a des experts comptables qui fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux. J'ai des potes qui fonctionnent très bien dans leur vie perso sur les réseaux sociaux. Me concernant, le geek que je suis depuis 35 ans te dit oui, évidemment, c'est indispensable. Mais non, c'est pas indispensable. Sauf que pour moi, aujourd'hui, mes réseaux sociaux, ça m'apporte les contacts et la veille que j'aime avoir sans dépendance. Et je ne me considère pas aujourd'hui dépendant des réseaux sociaux, donc c'est juste le bon niveau d'actu et d'information qui m'appelle. Super. Est-ce que tu as des passions, hobbies? Alors, je pense que ça a un peu transpiré sur le théâtre et voilà, théâtre, culture, expo, resto, bonne bouffe, la vie quoi. Enfin voilà, je me considère comme plutôt épicurien. Donc j'aime bien vivre et j'aime, alors ça peut paraître pompeux, mais j'aime ce qui va m'aider à comprendre la vie. Et ce qui peut m'aider à comprendre la vie, c'est l'art, c'est la culture, c'est le théâtre, c'est la philo. Donc ouais, quand j'ai un truc à lire, un petit bouquin de philo, de temps en temps ça fait du bien. Et une bonne expo qui est le regard de l'artiste sur le monde, sur la vie, sur les... Voilà, c'est chouette. C'est juste de comprendre un peu comment ça fonctionne et puis se dire qu'on se couchera un peu moins bête. Ça j'aime bien, me coucher un peu moins bête. Donc en fait, si on est collaborateur comptable et qu'on aime la culture, il faut venir travailler avec toi. Aussi, mais pas que, et je n'imposerai rien à personne, mais par contre, une fois ou deux, oui, vous aurez droit à... Tiens, j'ai été voir ça, vous devriez y aller parce que ça peut être sympa. Voilà. Super. Maintenant, j'aimerais bien parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez la Maconta, c'est la marque employeur. Oui. Qu'est-ce que vous faites chez APL, toi, même dans le bureau de Nantes, pour attirer des collaborateurs? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour attirer des collaborateurs ou pour les fidéliser? D'abord attirer, après fidéliser. Alors, d'abord attirer, et là je me retourne vers une oreille discrète qui est, voilà, et on peut le dire juste à côté de nous, qui est une personne de la RH sur Angers. C'est vrai que je ne suis pas le mieux placé. C'est vrai que les aspects RH, ce n'est pas forcément moi qui les gère au quotidien, même si je gère l'équipe, je ne gère pas les aspects recrutement et autres. J'ai l'impression qu'on utilise des services tels que le vôtre, la Maconta. On utilise peut-être de moins en moins des services de recrutement, mais on en a toujours besoin, des chasseurs de tête et autres. On fait de la cooptation, c'est-à-dire que c'est comme un client, c'est un collaborateur qui se sent bien. On lui dit juste, si tu as un pote qui cherche une société où on se sent bien, dis-lui de venir et en plus, comme tu nous fais économiser de l'argent sur des prestataires, on te fera bénéficier de ce dont nous on bénéficie, de cette économie. Donc il y a de la cooptation. On est présent dans les écoles. C'est vrai que moi j'ai eu un grand parcours à la Jolivry. Enfin, j'ai fait de ma seconde jusqu'au DECF. Donc je suis régulièrement appelé pour faire de la présentation. On prend des alternants aussi, on prend des stagiaires et on essaye d'être au plus près des écoles pour leur montrer que, on est là pour accueillir les personnes qui veulent découvrir leur métier. Et puis si demain ils ont eux des personnes à nous présenter pour une alternance ou un apprentissage, on est là aussi pour les accueillir. Donc on fait ça. On s'ouvre à la diversité, c'est-à-dire quel que soit le profil, quel que soit l'âge, on étudie toutes les candidatures en se disant mais ce qui est important c'est vraiment le DESCF qu'il a obtenu à 26 ans ou c'est le fait qu'il a eu un parcours varié et qu'il a toujours été motivé et que humainement c'est une crème quoi. Et qu'avec l'équipe il a que des potes et qu'on peut rien lui reprocher et que les clients l'adorent. Alors oui, techniquement il y a 2-3 sujets où il faut approfondir, mais il est là avec l'équipe pour avoir des tuyaux, mais c'est une crème, il n'a pas le diplôme et tout ce qu'il faudrait bien, on va l'aider à grandir et puis on va faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il reste chez nous. Voilà ce qu'on fait peut-être pour aider les... Voilà, c'est déjà très bien. Moi j'apprécie tout particulièrement le fait d'aller dans les écoles. Je sais qu'on s'est déjà vu à la Jolivry. On s'est croisé régulièrement à la Jolivry. Voilà, et c'est super, en plus de prendre des alternants, des stagiaires, c'est comme ça qu'on les garde dans l'expertise comptable. Je suis convaincu. Et pour fidéliser les collaborateurs? Alors, pour fidéliser les collaborateurs, alors il y a tellement de sujets. Enfin, je vais parler clairement. Pour fidéliser les collaborateurs,
j'ai l'impression que le truc le plus important, c'est de les écouter. C'est-à-dire que oui, on peut être en déplacement, oui, on peut avoir 1000 rendez-vous, mais quand on est au bureau, si on n'a pas l'intelligence de l'écoute, on a perdu la moitié de ses équipes, quoi, parce qu'il faut savoir trouver le moment pour le collaborateur qui va pas bien ou le collaborateur qui va pas s'exprimer, mais voilà, donc il y a l'écoute. Donc ça, pour garder, je pense qu'on écoute, on essaie de comprendre, et un petit peu dans la même logique de ce qu'on fait pour les clients, c'est on essaie de savoir ce dont ont envie et besoin les collabs. On parlait de l'équilibre vie pro, vie perso. Si demain on a quelqu'un qui nous demande un mi-temps, un temps partiel pour X ou Y raison, effectivement on aura une écoute bienveillante et active, et on va lui dire oui, si c'est ce qui te convient, si ça t'aligne, oui, on va faire ça comme ça. Et puis si demain tu as besoin d'un temps plein parce que c'est ce qui t'aligne aussi, on s'organisera. Donc l'écoute, répondre aux attentes, et puis on essaye d'avoir des petits événements sympas. Alors il y a encore une semaine, on était je parle pas toujours que de boissons et de bars, mais on était au Napoléon rue Fourré, oui. Et puis on prenait un pot à une petite dizaine, et on avait envoyé l'invite aux 2 nouvelles recrues de septembre en disant tiens, on est à tel endroit, tel jour, telle heure, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, sinon on comprendra que vous avez tout. Et les 2 sont venus, et puis ça a permis d'échanger autour d'une bière ou d'un verre et de partager. Donc on essaie ces moments-là. On a un partenariat avec le H. Donc le H, donc structure de handball, nous propose de temps en temps des places pour les équipes. Donc on en fait profiter. On a la chance aussi d'avoir dans la direction des personnes impliquées au niveau du hockey, au niveau du foot, etc. Donc le SCO d'Angers, l'Éduc, on a également régulièrement des places. Donc je sais qu'on a des collaborateurs, même nantais, qui sont allés voir le championnat du monde de hockey féminin sur Angers. Okay. Donc il y avait des places et on en a fait profiter. Et là typiquement, et c'est vraiment un changement de paradigme, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, comme les collaborateurs sont limite prioritaires par rapport aux clients, et on a eu des places, et au lieu de dire à nos bons clients ou à ceux qu'on facture le plus, venez nous accompagner, on a dit non, les collaborateurs, si vous avez envie de venir, profitez des places. S'il en reste quelques-unes, on en fera profiter les clients. Mais aujourd'hui, profitez des places. Et je sais qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont apprécié. Donc il y a ça. Et puis il y a régulièrement les événements Noël, Pâques et autres où on essaye de se réunir. Et puis, comme je l'ai dit, c'est pas les adresses de resto qui manquent, où on va voir nos clients. Et en plus, on mange bien. Donc oui, encore. C'est la bonne méthode. Super. De toute façon, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que tu as dit en premier, c'est l'écoute. C'est déjà aller voir ses collaborateurs et leur demander si tout va bien, s'il leur manque des choses, s'ils ont tout ce qu'il faut, s'ils ont besoin de venir plutôt travailler à Nantes plutôt qu'à Carquefou. Des fois des choses que certains n'osent pas demander, mais c'est important d'aller force de proposition aussi, de leur poser des questions là-dessus. Une question plus pour le cabinet, est-ce que tu recrutes en ce moment? Oui, alors au niveau des profils, on recrute, oui. De tête sur Nantes, c'est un collaborateur tenu, un assistant dont nous avons besoin. Et puis je sais que sur Carquefou aussi, il y a des besoins d'un responsable de mission. Donc il y a vraiment tous les profils. Je sais que la Maconta fait des focus sur quelques profils dont nous avons plus besoin, mais effectivement, on est ouvert à tous les profils. Fut un temps, j'aurais dit, même si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, envoyez-nous vos candidatures. Je sais qu'aujourd'hui, on ne les reçoit pas quand on les demande, mais si ce que je vous ai dit vous intéresse, vous rend curieux, si vous voulez en découvrir plus, si vous avez simplement envie qu'on se rencontre, et moi j'adore rencontrer des gens, j'adore parler de ce que je fais, j'adore découvrir la motivation de jeunes, mais appelez-moi, venez dans nos bureaux, on peut se rencontrer sur Nantes, on peut passer une demi-heure, 1 heure à parler du métier, je peux vous parler de qui on est, de qui nous sommes, de comment on fonctionne, j'aurai grand plaisir à le faire. Et même si vous n'êtes pas en recherche, si vous vous dites tiens, j'ai l'impression que Audit PL peut m'apporter ce dont j'ai envie aujourd'hui, prenez mon 06 qui sera disponible, appelez-nous et on aura toujours plaisir, et ça je m'y engage, que toute demande, alors sauf les demandes trop bizarres, mais une demande normale, toutes les demandes normales seront accueillies et traitées, et j'aurai plaisir, soit moi, soit une de mes associés, à vous rencontrer pour vous parler de qui on est.
Parfait. On n'a plus qu'à t'appeler. Appelez-moi. Appelez-nous. J'ai une toute dernière question. Donc c'est une question un peu qui sort de l'ordinaire, mais si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu? Ah oui. Voilà. Et puis il y en a plein qui me viennent. Le problème c'est que là je commence à réfléchir. 625 frais de déplacement. Ok. J'adore aller voir mes clients. Ok. Bah voilà, super. Merci Anthony. Je t'en prie. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un plaisir. Et à bientôt. À très bientôt.